connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior et je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. D'entrée, je tiens à faire un rappel important, si vous aimez l'émission et que vous avez envie de nous soutenir et de la faire connaître, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais aussi à mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Aujourd'hui, ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans le format court consacré à Mum ou encore dans notre épisode en mode souffrance devant la saison 4 de 13 Reasons Why. Il s'agit d'Alexandra. Salut Alex. Salut Junior. Tout va bien ? Ça va et toi ? Ça va, nickel, ravi de vous retrouver. On va se pencher sur une série atypique qui s'appelle En Thérapie, actuellement diffusée sur Arte et Arte.tv. Cette série française cartonne en termes d'audience, dopée par une grande curiosité et un casting de qualité. À ce jour, la série a été visionnée plus de 36 millions de fois, un record à ce jour pour la plateforme Arte.tv. Est-ce un succès justifié ou une réussite franchement galvaudée ? Des éléments de réponse juste après un extrait. Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre. Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là ? Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir ? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous. Remake d'une série israélienne à succès qui a pour nom Betty Pool, En Thérapie met en scène un huis clos où le psychanalyste Philippe Dayan, interprété par Frédéric Pierrot, écoute attentivement 5 de ses patients qui, comme lui, sont en plein désarroi suite aux attentats du 13 novembre 2015. Du lundi au jeudi, on y suit ses consultations, mais le vendredi, on assiste à la consultation du psy en question avec sa consoeur Esther, incarnée par Carole Bouquet, tout simplement parce que Philippe ressent une certaine lassitude et une impatience qui ne cesse de grandir à force d'être poussé sans arrêt dans ses retranchements par ses propres patients. Évidemment, quand je vous raconte ça, pour les plus sériphiles d'entre vous, vous pensez sûrement à In Treatment avec Gabriel Byrne, c'était la version américaine de Betty Pool, j'espère que vous me suivez, mais notre adaptation française de ces thérapies était-elle agréable à suivre pour toi, Alex ? Ça a été une très très bonne surprise. J'ai lu pas mal de choses sur l'engouement avant de me lancer dans le visionnage de cette série. J'ai pu remarquer que les acteurs étaient vraiment excellents. Il n'y a pas de pathos comme on aurait pu attendre. Il n'y a pas, voire peu de clichés par rapport à ce qu'on attendrait de patients en thérapie. Le thérapeute est à l'écoute, il est très expressif, il est empathique, il est humain. Son regard est intense, plein de bienveillance. Et c'est justement ce que j'ai préféré par rapport à quelques épisodes que j'ai pu regarder de la version US, d'extraits que j'ai pu voir de Betty Pool, donc la version de base israélienne. Et la mise en scène est excellente. On a des silences qui sont très efficaces, très pertinents. Et le thérapeute est davantage dans le regard et dans l'écoute, alors que dans la version US et israélienne, j'ai trouvé qu'il parlait trop. Il n'y avait pas assez de silence en général, et du coup, on a du mal à se projeter clairement. Et surtout quand on a déjà été face à un psychologue. Le cadrage, le plan, beaucoup plus efficace dans la version française, et il faut dire que nos réalisateurs Frenchy
ont beaucoup de talent et ont déjà su montrer de quoi ils étaient capables. Donc à la réalisation, c'est entre autres le duo Nakache et Toledano, il y a aussi Nicolas Pariser ou encore Pierre Salvadori, mais j'en oublie, il y a tout un ensemble de réalisateurs derrière. Du coup, il y a une vraie esthétique pour le décor et la lumière, je pense, qui est typique de ce duo de réalisateurs. Et d'ailleurs, ce décor et cette lumière, par rapport à la version israélienne ou la version US, elle apporte beaucoup plus de positif, en fait, une note d'espoir. La lumière, elle est beaucoup plus claire. On n'est pas ici pour déprimer. Alors oui, on a peut-être des fois des souvenirs de notre enfance à nous, peut-être de traumatisme quand on en a eu, quand certains acteurs doivent interpréter un traumatisme d'un personnage, mais clairement le décor et la lumière sont vraiment une réelle note d'espoir. On va y revenir sur tout ça, mais pour ma part, mon avis sur la série est l'inverse du tien, Alex. J'avais vu d'abord en 2010, 2011, il y a bien 10 ans en gros, en analyse, que je trouvais déjà révolutionnaire et culotté pour l'époque. On voyait que c'était la patte HBO, on voyait que c'était exigeant, on voyait un Gabriel Byrne qui incarnait parfaitement ce psy, qui lui a même valu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique. Il était dans une posture qui dégageait une forme de maîtrise dans la façon de gérer ses patients, et c'est ça qui était intéressant de voir, c'était de voir cette maîtrise qui était complètement mise à mal par 5 de ses patients qu'il avait dans la semaine. Donc il y avait 3 patients qui venaient seuls et un couple. J'ai beaucoup aimé cette justesse de ton qui se dégageait à ce moment-là, mais je suis pas franchement d'accord avec toi, Alex. C'est normal que tu penses comme ça et que tu ressentes ça. Faut pas oublier que la version américaine date d'il y a 13 ans, même s'il faut le dire, dans la version française les acteurs sont très bons. Malheureusement, ils sont tombés dans du copier-coller dans certains aspects, et c'est ça qui m'a gêné. Franchement, vous n'allez pas vous spoiler si vous le faites, mais je vous invite à regarder l'épisode 4 version française et l'épisode 4 version américaine. C'est du copier-coller. La seule chose qui varie, c'est l'ancrage des attentats de novembre 2015, le contexte de sécurité intérieure, la menace d'attentat qui planait en France. Sinon, c'est texto les mêmes scènes, avec un pied au marmaille qui s'inquiète que sa femme soit pas là, il est très stressé, il pense que sa femme le trompe. C'est exactement pareil dans la version US. Quand vous n'avez pas vu la version américaine, la version française dont j'ai vu 50% est vraiment bien, il faut le dire, on passe un bon moment, mais quand on a vu la version américaine, c'est très difficile de s'en défaire. On l'a toujours dans un coin de sa tête, un peu comme finalement c'est le même phénomène que les gens qui ont vu This Is Us et qui se tournent vers Je te promets sur TF1. C'est difficile de se défaire de ce qu'on a déjà vu. Alors, avant de rentrer de plein pied dans la série, Alex, même si nous concernant, on a déjà été confronté à une psychologue, la série met en scène un psychanalyste. Alors on va faire un peu d'étymologie en essayant de ne pas être chiant pour les auditrices et auditeurs. Déjà, qu'est-ce que c'est un psychanalyste ? Alors, un psychanalyste est forcément passé par la case psychiatre ou psychologue. Donc, à la base, c'est souvent un psychologue ou un psychiatre. Et donc, la psychanalyse, elle a été inventée par Freud. Donc, on est dans la recherche de l'inconscient, de toutes les choses qu'on refoule pour essayer d'aller mieux. Et souvent, on puise dans tout ce qui est rêve, lapsus, acte manqué, pour dépasser le conditionnement qui nous vient de l'enfance, de notre éducation, de notre culture, pour dépasser nos conflits et l'héritage familial, voire traumatique, d'accord, pour aller mieux. Alors qu'en fait, dans la psychologie, on pousse pas si loin. On s'attarde plus au psychisme, et voilà, c'est tout. Donc en fait, ce sont un peu 2 écoles différentes. Par contre, donc... un psychanalyste est forcément psychologue ou psychiatre, par contre l'inverse, c'est pas ça du tout. Un psychanalyste, c'est quelqu'un qui a fait des études de psychologie ou de psychiatrie et qui a en plus fait un travail personnel poussé, donc une analyse. Donc un psychanalyste ne peut pas être psychanalyste sans avoir été lui-même psychanalysé. Ça, il faut le savoir. Et du coup, quand on sait déjà ça, ça ne surprend pas du tout que le docteur Gaillan... En fait, ça fait partie de la procédure, du protocole des psychanalystes, en fait, d'avoir un suivi eux-mêmes. Oui, en effet, c'est important pour ne pas vriller, qu'ils soient suivis par quelqu'un qui leur fasse des retours, en fait. S'il a beau avoir fait lui-même une psychanalyse, en plus dans la légende urbaine, on dit que souvent ça dure 7 ans minimum, donc il faut s'accrocher quand même, il faut être motivé.
faut du courage aussi, beaucoup de courage. Donc, imaginez un peu la psychanalyse, donc sur soi, personnel. En plus des années d'études, en plus de tout ce que ça demande de se mettre à jour en termes de progrès de la discipline en question. Les psychanalystes ou les psychiatres ou les psychologues ne sont pas des robots, on est humains. Et ils sont eux-mêmes, donc en tant qu'humains, avec un bagage, un passé, une éducation, et ils sont ancrés dans un héritage qui leur est propre. Donc du coup, je pense que c'est pour eux-mêmes ne pas, comme tu dis, vriller, en plus sur la charge qu'ils doivent accumuler par rapport à leurs patients et à leurs différentes problématiques. Dans cette série, on a toute une galerie de personnages à dépeindre. J'aimerais bien qu'on soit très synthétique pour dire à nos auditrices et à nos auditeurs lesquels sont les plus intéressants et quels patients sont finalement les moins intéressants. Oui, alors moi je pense pas qu'il y ait une problématique de patients plus intéressants que d'autres. En fait, moi, j'ai plutôt remarqué pour qui la psychanalyse était le plus efficace. Donc, du coup, l'efficacité est carrément visible sur la plus jeune des patientes, donc Camille, interprétée par Céleste Brunkel. Et en fait, c'est cohérent, c'est logique parce qu'elle est plus jeune. Et du coup, son enfance, à elle, remonte à moins longtemps par rapport à un patient adulte. Et du coup, on a tendance à moins refouler, je pense, à l'adolescence. Quoique l'adolescence, c'est quand même un passage assez chaud. On se cherche beaucoup. Mais justement, à l'adolescence, on se voile la face, on complexe beaucoup, etc. Mais je pense que c'est quand même moins complexe d'aller repuiser une question d'éducation parce que c'est encore tout frais, quoi. En fait, pour expliquer, elle vient le voir suite à un accident de voiture. Elle a été renversée, alors qu'elle était sur son vélo par une voiture. Elle a les deux bras dans le plâtre pour vous décrire son état. Et elle doit voir ce psy pour avoir une contre-expertise et bien indiquer que c'était pas volontaire. Elle ne s'est pas jetée sous cette voiture. Tout le suspense réside là-dedans. Et là, il y a une vieille, elle s'est mise à hurler. Elle m'a foncé dessus, elle a voulu me tuer. C'est ce qu'elle criait? Ouais, cette folle. Non, alors c'était pas si drôle que ça. Ouais, non, pas vraiment en fait. J'aurais voulu la tuer en vrai. J'étais là, allongée par terre, je pouvais pas bouger. Et elle continue à crier. J'aurais dû l'insulter en vrai. Mais j'étais paralysée. Exactement comme quand quelqu'un dit du mal de vous sans que vous puissiez répondre. Un peu comme cette psychologue, l'expert des assurances. Quel rapport? C'est un peu comme si elle parlait à votre place, non? Comme si elle savait mieux que vous les motivations de vos actes. Ouais, non, mais là, c'est abusé. Elle méritait trop que je l'embrouille, cette vieille conne. Et oui, et du coup, en fait, dans la psychanalyse, on disait tout à l'heure, on est dans l'analyse des actes manqués. Et du coup, c'est là, en fait, que revient le travail de Philippe Dayan. C'est de voir si Camille n'aurait pas un peu provoqué cet accident. Ensuite, la psychanalyse est efficace sur Ariane, interprétée par Mélanie Thierry. Excellente. Excellente, oui. Ça marche un peu moins, disons que c'est plus laborieux. Disons que déjà, Ariane vient déjà depuis 1 an chez le docteur. Donc déjà depuis 1 an, on se dit oula, faut s'accrocher. Faut aussi avoir beaucoup de thunes parce que ça coûte un bras cette histoire. Mais bon, elle est chirurgienne. Et du coup, en fait, sur Ariane, ça marche. Quand même, on a une issue assez positive. Quoique ambiguë vers la fin, on ne vous dira pas pourquoi. Déjà, en fait, elle est médecin. Et Ariane a le bagage culturel nécessaire pour faire en sorte que ça marche. Parce que déjà, j'imagine qu'en médecine, elle a dû quand même être curieuse si elle n'a pas suivi directement des modules dans ses études. Mais en fait, plus on a un bagage culturel conséquent et plus on est à même de comprendre comment se déroule la démarche. On est aussi beaucoup plus réaliste. C'est ce à quoi se confronte le psy, finalement, à des patients qui ont du répondant. Parce que même ont lu, il y a cette confrontation par exemple entre le couple, donc j'oublie les prénoms, faut m'excuser, je vais vous donner les noms des acteurs, Pio Marmaille qui lui montre qu'il a lu du Lacan par exemple, pour
qui était un pro de tout ce qui concernait la psychiatrie et la psychanalyse. En face, en effet, même s'il n'en donne pas l'impression, ses patients sont érudits. Oui, alors érudits à différents degrés, parce que en fait, finalement, la plus érudite, c'est forcément Ariane, puisqu'elle est chirurgienne. Donc on imagine que déjà c'est très ambigu, même niveau d'études. Donc des fois, elle n'hésite pas à le vanner en disant « Non mais docteur, je suis docteur, quoi ». En gros, c'est un peu ça, même si c'est pas du tout la même spécialité. Mais on a un bagage vraiment intellectuel là qui est propice. Ensuite, en effet, Damien, donc interprété par Pio Marmaille, oui, il a lu quelques trucs. Ensuite, on a Monsieur Shiban, donc Adèle, interprété par Reda Kateb. Oui. Lui, en fait, il est plutôt dans le mode, il a espionné. Il espionne son thérapeute avant d'aller voir, parce qu'en fait, c'est un de ses amis, collègues, qui lui a fortement conseillé d'aller le consulter. Il est flic et il a fait une méga enquête sur lui pour savoir si vraiment il était le bon, quoi. C'était le bon. Dans la version américaine, c'était un militaire qui a fait carrément une enquête pour savoir à quel point si c'était ou pas le meilleur psy sur lequel il pouvait tomber. C'est un peu cet équivalent-là en France. Oui, alors est-ce qu'on peut se dire en plus qu'il existe un meilleur psy ? Parce que déjà, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs méthodes. C'est là en fait qu'on voit un peu l'amateurisme, c'est pas vraiment une érudition sur la question, c'est plutôt des interrogations qui viennent d'un scepticisme. En fait, ce flic-là... Oui, ce flic, il est quand même assez sceptique, c'est pas le genre de gaillard qui pousse la porte d'un thérapeute en temps normal. Et là, c'est vraiment parce qu'il a une charge énorme émotionnelle due au traumatisme. Il est rentré dans le Bataclan après l'attentat. Donc, forcément, on est sur un personnage qui est traumatisé de manière assez brutale. En fait, là, c'est plutôt par rapport à sa profession. Il vient en gros pour sauver sa carrière finalement parce qu'il veut pas perdre la face devant ses autres collègues. Que aller voir un psy, le psy qui est dans le commissariat, c'est mal vu en fait. Ça va faire flipper tous ses collègues. C'est pour ça qu'il envoie un extérieur discrètement. Oui, parce que oui, il veut plus sauver sa carrière finalement que lui-même. Et ça, on va voir que c'est quand même assez embêtant. Et qu'il va devoir lui travailler là-dessus, parce qu'avant même d'être flic, il est quelqu'un à part entière, qui a été enfant, qui porte lui-même un héritage culturel particulier. Alors ensuite, dans l'efficacité, en troisième position, moi je dirais que c'est Adèle Shiban. Alors même, on va pas spoiler, on va voir Clichu. Elle est quand même tragique, mais là, pareil, tragique au sens grec du terme, au sens étymologique. Tragique parce que il y a ce rapport entre vouloir être un héros, son image de lui, du héros. On va voir qu'il parle souvent justement d'Hercule ou d'Ulysse. Et en fait, là, sa fin tragique à lui, elle est vraiment au sens étymologique propre. Bien, à présent, je vais vous demander quelque chose d'important et de difficile. J'aimerais que vous reveniez sans votre arme. Ça, je peux pas, c'est les ordres. Il y a sûrement un moyen, je vous le demande en tout cas. C'est important. Ici, c'est un endroit au seuil duquel il faut pouvoir laisser certaines choses. Et si je reviens pas ? On doit pouvoir trouver ensemble ce qui a déclenché votre crise d'angoisse. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Vous voulez savoir pourquoi je suis en colère ? Vous voulez que je vous le dise ? Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir ? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous. Les intellectuels, les petits bobos humanitaires, les hommes politiques professionnels, là, tous ces gens qui cachent leur lâcheté sous la sensiblerie. C'est à cause de vous que moi, je vais intervenir toujours trop tard pour faire le sale boulot, que je serai là à marcher dans des bouts de cervelle. On arrive, on les a tous passés en revue. Il y a la femme de Pio Marmaille, tu l'as dans ta liste aussi ? Oui, alors Léonora et Damien qui viennent consulter en couple. Ils font partie des plus intéressants ou en termes d'efficacité Alors l'efficacité, là, c'est la moins bonne, on va dire. Pourquoi ? Parce que déjà, dès le départ, il me semble que le docteur Dayan précise que c'est pas trop sa spécialité, la thérapie de couple. Oui, il le fait pour dépanner un ami. Il le fait pour dépanner, et on sent que déjà de base, il est très sceptique sur le fait de les suivre. Puis en fait, c'est doublement compliqué, le travail est double. Il y a une impression d'échec déjà de la part du thérapeute. Et puis,
Il y a un problème d'investissement dans le couple. Ils ne sont jamais synchro, ni dans les émotions, ni dans le moment de vie qu'ils sont en train de partager. Et ça se traduit d'ailleurs dans les rendez-vous, hein. Il y en a un qui arrive toujours en avance par rapport à l'autre. Ouais. Le premier rendez-vous, c'est monsieur qui arrive en premier. Puis quelques rendez-vous plus tard, c'est madame qui arrive en premier, et qui souhaite d'ailleurs avoir un entretien seul. Donc c'est vraiment double contrariété pour le psy. Et ça, justement, ça fait partie des actes manqués qui vont être analysés. Un retard ou une avance ou une anticipation de rendez-vous, on va voir que pour chaque patient, ça a son importance. Et le docteur Dayan creuse là-dessus. Donc tout ce qu'on a décrit, c'était du lundi au jeudi, et on arrive au vendredi, tous les 5 épisodes en fait. Oui, donc c'est le docteur Philippe Dayan qui consulte lui-même une consoeur qu'il a connue pendant sa carrière. Et donc Esther, interprétée par Carole Bouquet, elle est plus expérimentée, et elle pose plus de limites, elle encadre peut-être davantage ses patients. Et on va découvrir plus tard qu'il y a une rupture, en fait, et c'est la fameuse querelle entre les consoeurs et les confrères de cette discipline. La querelle qu'on trouvait même à la base des pères de la psychanalyse, hein, Freud et Jung, qui se sont, au bout d'un moment, ils se sont séparés, ils n'étaient plus d'accord. Donc là, on assiste à ce même genre de séparation. Que veux-tu que je te dise ? Je m'en veux parce que je finis par les trouver tous prévisibles. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là ? Il y a cette jeune femme chirurgienne là, qui fait un transfert amoureux sur moi assez carabiné, je dois dire. Et puis il y a ce flic, gros dossier. Là, c'est pendant sa séance que j'ai compris à quel point j'étais pris moi-même, encore sous le choc de cette nuit. Qu'il est dans les forces spéciales. Le pauvre, il est rentré au Bataclan. Alors, pour le coup, les assassins, il les a vus de très près. Ça l'a secoué, il n'est pas équipé pour faire face à ça. Il se débat avec tellement peu de moyens qu'il a des symptômes post-traumatiques évidents et il veut rien savoir. J'ai envie de les prendre, là, de les secouer, de leur dire « mais réveillez-vous », tu vois. Ah oui, d'accord, on en est là. Alors, pour ceux qui ont vu la version américaine, juste pour raccrocher les wagons, forcément, il y a le jeu des 7 différences qui s'opèrent. Moi, je les ai relevées, ces différences. Donc, entre la version américaine et française, Mélissa George, dans la version américaine, est une anesthésiste, d'accord, et on parle d'un transfert, pardon, je spoil un peu, hein, si vous voulez zapper cette étape, zappez-la. Mais on parle d'un transfert érotique dans la version américaine et amoureuse dans la version française. On a un soldat revenu d'Irak, donc en France, c'est un flic qui a vécu le fait de rentrer dans le Bataclan et de devoir passer au-dessus des cadavres. On leur raconte ça en détail. On a une nageuse, donc incarnée par Céleste Brunkel. Du côté américain, c'est une gymnaste. Et le couple en difficulté, la thématique est exactement la même. D'ailleurs, le copier-coller vraiment s'opère surtout là. D'ailleurs, autant chez les autres, il y a beaucoup plus de libertés qui ont été prises, un peu plus, on va dire. Autant là, il n'y en a quasiment pas. Dans cette adaptation, comme je viens de l'expliquer, c'est surtout l'ancrage autour du 13 novembre. Est-ce que c'est pour toi, justement, Alex, ça a été quelque chose d'assez malin et d'assez probant ? Tout à fait. Je pense que chaque pays a ses traumatismes. Et les derniers gros traumatismes en France, ça a surtout été ces attentats. Alors que, par exemple, pour l'Amérique, ça aurait pu être forcément des soldats revenus d'Irak. Et alors, du coup, ça marche beaucoup dans la version française parce que on s'identifie. En fait, ça parle au public. On se souvient tous, en tant qu'adultes, ce que ça nous a fait ce 13 novembre 2015. Et on était ensemble, en plus, pour la petite histoire. On était ensemble. Ah, mais oui. On était au resto, on était déconnectés, en fait, de l'actu, et c'est en rentrant qu'on l'a vu. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je voulais pas y croire. Enfin, c'était un cauchemar. Donc, on se souvient exactement de ce qu'on faisait, de notre réaction à chaud, puis à froid, puis à chaud. Et parce que cette réaction, elle est restée à chaud pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Enfin, ça, c'était vraiment du jamais vu. On a tous veillé des heures devant les chaînes d'infos en continu. Ouais. C'était d'une telle violence, mais même moi, c'est à cette époque-là que j'ai regardé pour la première fois BFM TV, parce que je ne voulais pas y croire. Et du coup, quand on veut pas y croire, on essaye de se dire
que ça n'existe pas et on essaye de se confronter justement à une information en continu. Et puis, ça renvoie forcément aussi, en plus de ce contexte purement national, j'ai envie de dire, ça nous renvoie aussi à comment on gère la chose par rapport à notre propre vécu. C'est en effet ce qui est soulevé dans toute la série, d'ailleurs, par rapport à chaque personnage. Sûrement un peu plus, bien sûr, sur la chirurgienne, évidemment, qui l'a vécu de l'intérieur, qui est partie s'empresser de filer un coup de main. Il fallait qu'elle aille sur le terrain. Le flic, pareil, était aussi en première ligne. Donc c'est intéressant, en effet, d'avoir ajouté ce trauma. Et c'est ce qui amène la singularité de la série par rapport à la version américaine, où il n'y a pas ce liant, contrairement à la version française. Il y a beaucoup de choses que traverse la série. C'est difficile de tout brasser, du coup on va essayer d'aller droit à l'essentiel, mais on va parler, moi j'aimerais bien qu'on évoque l'interprétation de chaque personnage dans la version française, et aussi comment ça se marie bien avec la réalisation. Ce que j'aime le plus, c'est que Frédéric Pierrot, donc le psy, c'est surtout sa voix qu'on entend bien sûr, et ce qui fonctionne dans la série, je trouve, dans la française, et ce que j'aime beaucoup, c'est les plans de coupe. Si ça vous parle pas des plans de coupe, c'est-à-dire que quand moi je suis en train de parler, imaginez nous sommes filmés, je suis en train de parler et pendant ce temps-là on filme Alex. Et on a la réaction de l'autre, et ce qui me plaît le plus dans le jeu des comédiens, c'est le non-verbal. C'est vraiment comment je joue quand l'autre parle, sachant que je suis filmé pendant ce temps-là. Ça, c'est l'une des putains de forces de la série. Globalement, que retenir de la performance des comédiens En thérapie? Ce qui sonne très juste, justement, c'est le regard du thérapeute et cette manière de filmer, comme tu dis. Puisqu'en fait, ce qui est surtout efficace, là, c'est les silences. Et puis, comme il le répète dans la série, à un moment, en fait, un patient arrive, il a quelque chose qu'il veut absolument dire et quelque chose qu'il veut absolument taire. Et en fait, là, tout l'enjeu, c'est de faire parler et de faire évacuer, en fait, ce qui ne va pas. Sauf que, en fait, les patients passent par plusieurs phases émotionnelles extrêmes. Ça va comme jusqu'au transfert amoureux, la colère, la tristesse, l'euphorie. Alors, l'euphorie qui, en plus, est souvent... c'est rempli de sarcasme, de cynisme. C'est parce qu'en fait on va mal et on veut faire croire qu'on va bien. Et puis ça peut être parfois aussi Adèle Chiban se moque parfois de lui en lui disant non mais vous avec tous vos diplômes vous n'avez rien compris à la vraie vie parce que la vraie vie elle est pas dans votre bureau avec vos patients et votre thérapie à 2 balles, elle est sur le terrain, ce sont les flics qui font la sécurité de tous et pendant que vous avez le temps de faire votre petite psychanalyse etc. Dans votre bureau de merde. En fait, vous pouvez le faire grâce à nous, grâce aux gens qui agissent sur le terrain. Il faut expliquer qu'en fait, ces personnages, ces patients n'arrêtent pas de pousser dans ces derniers retranchements le psy, donc Dayan, Frédéric Pierrot, il n'arrête pas. Et parfois, on n'est pas forcément obligé de monter dans les tours. Je vais vous donner 2 exemples. Pour illustrer ce que tu viens de dire entre Adèle, donc le flic, et lui, à un moment donné, Adèle lui dit « le client est roi ». Et le psy lui répond « vous savez, ici, le client, on lui coupe la tête ». Et Adèle, il débloque, il dit « c'est une blague de psy, ça ?» Enfin, il y a un vrai, à chaque fois, un jeu de pouvoir comme ça, une confrontation qui s'oppose. Et moi, il y a une scène qui m'a bouleversé dès le premier épisode, qui est désarmante, peut-être aussi parce que je suis sous le charme de Mélanie Thierry, mais c'est quand elle lui explique justement que moi, le trauma, c'est vous. En disant à un Frédéric Pierrot impassible, lui fait une forme de déclaration devant laquelle il ne peut absolument pas dire s'engager, sinon il viole évidemment la relation professionnelle. Moi, le trauma, c'est vous. Moi, la seule chose qui compte, c'est vous. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant dans ce côté, je vais te bousculer sans même que tu t'y attendes. Et je sais bien que vous êtes impossible. Ça, c'est ce que je me dis à la fin de chaque séance. Mais c'est mon ventre, hein, c'est mon corps, ça ils comprennent pas. Toutes les petites cellules là dont je suis constituée pensent le contraire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors vous allez me dire que c'est le trauma, mais moi le trauma c'est vous. Et ça fait des mois que ça dure. Alors je sais bien que ça peut pas arriver. Non. Ça, que j'ai aucune chance.
Puis vous inquiétez pas, moi je vais pas faire Madeleine Close dans les liaisons fatales, là. Vous appelez jour et nuit à devenir la meilleure amie de votre femme. Vous cuisinez le lapin pour les gamins, non. Les acteurs qui t'ont le plus marqué, vraiment ceux pour qui la série vaut le coup d'être vue. Enfin, moi, je dirais tous, en fait. Mais, enfin, Mélanie Thierry, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est époustouflante. La jeune Camille, interprétée par Céleste Brunkel. Je sais pas si on dit Brunkel ou Brunkel, mais elle se débrouille très bien. Oui, et d'ailleurs, elle en est pas à son premier rôle. Donc, elle a déjà une victoire. Enfin, non, pas une victoire, qu'est-ce que je raconte ? Un César, tu veux dire, une nomination César, oui, peut-être. une nomination d'un jeune espoir. Bon, après, Pio Marmaille, je l'aime bien de base, donc voilà. Clémentine Poésie. Clémence Poésie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Clémentine. Clémence Poésie. Clémence Poésie, on l'avait connue avec Harry Potter. Elle faisait Fleur de la Cour. Ou pour les plus sériphiles d'entre vous, c'était Tunnel pour Canal+. Elle jouait le rôle d'une flic qui avait Asperger et qui devait enquêter avec un flic anglais sur un meurtre qui était commis au niveau du tunnel de la Manche, d'où le nom de la série Tunnel. Ah, d'ailleurs, c'est normal que tu parles de ça parce que on pourrait pousser plus loin l'analyse et on pourrait se demander si en fait le fait d'être acteur, c'est pas le fait d'être en analyse souvent, puisqu'en fait c'est le fait de sortir de soi-même pour interpréter et construire d'autres psychologies. Sachant qu'on y met toujours une part de soi dans le rôle qu'on interprète. Oui, et que du coup là tu parles d'un rôle d'Asperger et du coup là des fois, j'avais l'impression elle était limite autiste dans son jeu puisqu'elle ne voulait pas parler. En fait, le gros problème de ce couple, c'est des problèmes de communication, comme il y a dans beaucoup de couples, mais là, c'est quand même poussé au paroxysme. Et du coup, on peut se demander si l'acteur, il n'est pas en perpétuelle analyse sur lui-même, mais aussi sur les personnages qu'il interprète. Donc ça, c'était pour les acteurs. Ouais, j'en étais venu à parler d'eux parce que je voulais dire autre chose, mais ça ne me revient plus. Ah oui, et puis aussi, les petites interviews des acteurs et des réalisateurs qu'on peut voir sur Arte après la série. Donc on a Mélanie Thierry qui dit que juste avant d'accepter ce rôle, de savoir qu'elle allait interpréter le rôle d'une patiente en analyse, elle avait commencé elle-même une psychanalyse et que du coup elle a dû la couper, l'interrompre le plus rapidement possible. Donc elle dit qu'elle va la reprendre évidemment, mais parce qu'elle ne pouvait pas se faire interférer sa psychanalyse à elle et la psychanalyse du personnage qu'elle interprète. Tu m'amènes en tête une petite anecdote pour sourire un peu parce que le sujet est pas fun. Moi, la dernière fois que j'ai vu Mélanie Thierry, tu sais c'était quand ? C'était pendant le confinement. Alors tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il me raconte ? En fait, on était donc pendant le premier confinement. Et son compagnon, son mari même je pense, son marié, Raphaël le chanteur, faisait un live sur le net. Il est quasiment l'heure d'aller dîner, il est 19h, quelque chose comme ça. Et donc, on entend Mélanie Thierry derrière dire « Non mais t'as pas bientôt fini ?» Mais vraiment, elle a gueulé. « Moi j'en ai marre, tu crois que c'est 1 heure pour faire de la musique ? Moi il y a les ans. Et je suis en train de faire à bouffer pour les gamins. » Et lui, il est tout penaud, il est là en train de dire « Oui mais je finis bientôt, je suis en live avec des gens, là, j'ai bientôt fini. » Voilà un moment de vie. Mais de vie et on se dit mais il n'y a pas assez de communication dans tous les couples, qu'ils soient des acteurs, des chanteurs, parce que en fait ça veut dire lui-même qu'il n'avait pas prévenu sa femme qu'il était en train de faire un live parce que je pense qu'elle se serait pas énervée comme ça et que du coup forcément elle va passer pour le cliché de la nana qui s'énerve et qui gueule sur son mari. Connu ou pas connu, on a tous la même vie. On est tous sur le même bateau. Tous sur le même bateau. Gardez bien ça à l'esprit. Et c'est marrant de parler de tout ça parce que 20 ans plus tôt, c'était une honte d'aller voir quelqu'un. Mais oui, mais tout de suite ça fait référence à la folie, au dingue, au fou. Ouais, on pense aux asiles, on pense aux électrochocs. Mais justement, alors Freud, pour revenir à lui, il a complètement hystérisé la figure féminine et en fait, Freud, il n'est plus du tout actuel. Parce qu'il était quand même profondément misogyne et sexiste, penser que toutes les femmes sont hystériques, et puis dire aussi, après ça s'est vulgarisé, ça s'est déformé, l'hystérie
pourquoi ça serait devenu un gros mot. En fait, l'hystérie, c'est étymologiquement parlant, hystérie, c'est le mot utérus en grec, quoi. D'où l'hystérectomie d'ailleurs. Voilà, exactement. L'ablation de l'utérus. Mais oui, exactement. Donc, en quoi l'utérus, ça devrait devenir un gros mot? Hystérie, pourquoi ça devrait être considéré comme quelque chose de super négatif? Tu sais que tu pars loin là, tu me fais peur. Non, mais en fait... En fait, Freud est souvent cité dans la série, c'est pour ça que tu en parles. Oui, et puis, il est dans la série, mais il est... Puis l'un des pères de la psychanalyse, je dis pas de bêtises. Oui, il est le père de la psychanalyse, mais d'autres sont allés plus loin. Donc en fait, il y a eu une séparation. On parlait de Jung d'ailleurs, il y a le film A Dangerous Method de Cronenberg, David Cronenberg en 2011, donc ce film qui montre bien cette séparation entre les deux thérapeutes. Donc, en plus, Freud était interprété par le charmant Viggo Mortensen. Et donc, en fait, il suivait la patiente de Jung, interprétée par Keira Knightley. Et il y avait eu aussi cette histoire de transfert amoureux, etc. Mais oui, non, Freud n'était pas très, très bienveillant avec les dames, quoi. Par rapport en thérapie, je tiens à rappeler une autre séparation, celle compliquée de la sphère professionnelle et de la sphère personnelle, puisque les bureaux du psy sont concomitants, sont à côté de l'appartement et de la maison. Donc parfois les patients du psy Dayan sont amenés parfois à croiser sa femme ou ses enfants par hasard ou parce qu'il y a un besoin d'une aide, d'une assistance, etc. La série parle beaucoup de tout ça aussi, du fait que tout se croise comme ça entre le personnel et le professionnel jusqu'à en perdre la raison parfois en fait. D'où son besoin d'aller consulter à son tour. Mais c'est très très actuel parce que à cause du confinement, on a tous eu, et le télétravail, on a dû tous confronter notre vie pro à notre vie perso parce qu'elle se faisait dans un seul et même lieu. Et du coup, forcément, on rebondit, on se voit nous-mêmes en train de pratiquer notre profession, quelle qu'elle soit, ou presque, puisqu'il y a des professions, on sait, qui ont mené au chômage partiel. Mais du coup, oui, ça se croise. Et puis, peut-être que ça serait maladroit de mettre sa vie professionnelle dans un autre appartement parisien. Parce qu'au moins, là, il y a la réalité... Là, il y a la réalité du prix des locaux et du logement en général. On est quand même dans du CSP+, là, de la catégorie socio-professionnelle plus. Donc, et d'ailleurs, certains de ses patients lui reprochent. Il lui balance carrément le fric à la gueule ou sur la table basse. Ça fait cher payer pour quelqu'un qui écoute. Oui. Et en plus, on voit aussi les différences un peu sociales. On voit que Camille, sa mère, on sait que sa mère est vendeuse, le père est absent, et puis, comme il est plus intermittent du spectacle qu'autre chose, et quelqu'un qui ment beaucoup, on imagine bien que c'est pas lui qui va payer la facture à la fin. Et du coup, à un moment, on revient aussi sur le fait que un psychanalyste, souvent, n'applique pas les mêmes tarifs à tous les patients. Il prend aussi en compte, mais dans tous les cas, ça reste quand même assez cher. Oui, les avis d'impôt sur le revenu, ce genre de choses. Oui. C'est vrai qu'il y a quelques petits éléments administratifs comme ça qui sont glissés et qui pourtant sont réels d'ailleurs, puisque selon les besoins, selon les ressources des uns et des autres, bien sûr, on ajuste. Même si on aura bien compris que c'est un privé en fait dans la série. Alice m'a dit que t'étais partie à des plombes. Je viens de te dire que j'étais en rendez-vous à l'extérieur. D'accord. Et ce tailleur? Il est chou, il a remarqué que je m'étais acheté un nouveau tailleur. J'ai renversé mon café dessus, en plein rendez-vous. D'accord. Quel rendez-vous? Mais qu'est-ce que t'as? C'était tout bloqué à Opéra, voilà. J'ai vraiment fait au plus vite. Attends, 15h. Alice m'a dit que t'étais partie à 15h. Combien de fois il va falloir que je te dise que j'étais en rendez-vous à l'extérieur? Avec qui? Mais qu'est-ce qui te prend avec Benjamin? Qu'est-ce que ça peut faire? Excusez-moi, mais qui est Benjamin? C'est mon boss. Donc tu l'appelles par son prénom maintenant, c'est ça? Et vous aviez rendez-vous où? Dans un café, on va passer la séance à parler de trucs idiots ou on va commencer à un moment? Excuse-moi, c'est pas moi qui suis arrivé avec un quart d'heure de retard. C'est quelque chose dont vous êtes coutumière, les retards? Dans les limites admises par la bienséance. Ce qui m'a marqué, c'est le fait que à chaque fois qu'il y a une offensive de la part du patient, lui, il transforme ça en question. Il la retourne
et rebalance à la figure de son patient. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que je pense ça? Je suis sûr que vous pensez ça. Et lui, il répond, qu'est-ce qui vous dit que je pense? Qu'est-ce qui vous fait dire que je pense ça? Pour les patients, l'autre est toujours dans le jugement. Et c'est flagrant pour le couple, Léonora et Damien. Forcément, comme Léonora se sent jugée par Damien et que Damien a peur de la trahison, etc., ils sont l'un et l'autre dans le jugement ou dans la crainte du jugement. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent embarquer dans un trio de jugement de valeur, le thérapeute avec eux, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout le but du jeu. Et le but du jeu, c'est pas de savoir comment on me voit ou comment je suis perçue, mais moi, comment je peux faire pour aller mieux, et donc comment je peux mettre en évidence ce qui ne va pas, mes failles, en fait. Exactement, et les soigner aussi doucement mais sûrement en parlant, évidemment. On va évoquer rapidement la bande-son, ton ressenti. Je sais qu'elle t'a beaucoup marqué. Oui, alors au début, elle me tapait un peu sur les nerfs. Je me disais, mais c'est bizarre cette musique. Voilà, et puis donc le compositeur, donc c'est Yuksek. Donc il a 44 ans, il fait à la base beaucoup de musique électro, mais il a quand même une formation classique de pianiste de base. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a ces petites notes récurrentes au piano qui nous envahissent vite l'esprit. Il faut préciser qu'il y a très peu de musique en fait. Là tu parles du générique de début et de fin. Très peu de musique en général pendant les consultations. Alors, justement, la très légère musique pendant les épisodes, c'est plus une musique méditative en fait, légèrement électro, très très douce, très voilà. Et en fait là pour le coup c'est pertinent parce que je pense que la psychanalyse comme la méditation c'est quelque chose qui devrait se démocratiser puisque ça fait aller mieux. Et alors du coup pour revenir à ce compositeur, on l'a retrouvé dans la bande originale d'un film de Valérie Donzelli. On l'a aussi retrouvé dans le documentaire Grégory sur Netflix. D'accord. Donc en fait, il a fait pas mal dernièrement. Je connaissais pas du tout. De musique en fait, et en ce moment, il se concentre davantage sur la musique de films et de séries. Sans dévoiler évidemment, est-ce qu'on a une belle conclusion? Moi je connais la fin côté version américaine, mais je connais pas la fin côté version française. Alors la fin, oui, on pouvait s'y attendre. En plus déjà on retrouve un des topoïs de la psychanalyse. Le transfert amoureux, il était inévitable. En plus, à chaque fois qu'on a un film sur la psychanalyse, il y a forcément ce passage, en fait. Forcément, non, tous les patients, toutes les patientes ne passent pas par ce transfert érotique, mais quand même, ça arrive. Donc voilà, il fallait s'y attendre. Moi, j'ai vu la fin de la version américaine. Je l'ai revue là parce que je me souvenais plus exactement ce qu'il advenait. Moi, cette fin, je la trouvais plutôt satisfaisante dans le sens où le psy n'avait pas tout réglé en fait. Il y a encore un travail de choses à régler. Et est-ce que ça va potentiellement ouvrir vers une saison 2? Alors, ça pourrait, mais de toute façon, même s'il n'y a pas de saison 2, il serait malvenu qu'il y ait une espèce de happy end. Parce que là, il est question de l'humain dans toute sa complexité. Et non, on n'est pas chez Disney. Il part pas avec la princesse alors? Il faut pas se dire que en fait, les patients sont guéris. Parce que déjà on est tous malades, donc est-ce qu'on va tous guérir? Non, c'est pas une logique comme ça qu'il faut voir. C'est que non, en fait on va chez un thérapeute non pas pour guérir, mais pour apprendre à aller mieux soi-même tout seul. C'est plus une volonté de dépendance par rapport à comment on peut faire nous en tant qu'humain pour aller mieux et ne pas se laisser dépasser par tout ce qui nous entoure, que ce soit dans la société ou dans notre famille, dans notre travail, etc. Et tu es en train de nous dire que c'est un travail au long cours en fait. Oui,
Oui, parce que même si on fait que 3-4 séances, ces 3-4 séances, elles vont nous poursuivre pendant des mois, des années, voire toute la vie. À l'image de la petite... j'oublie son nom dans la série, ça m'énerve. Camille, à l'image de la petite Camille, qui pense qu'elle en a que pour 3 séances. Au final, elle ne se doute pas que ça va durer, que ça va se compter en dizaines, voire peut-être même en centaines. Donc. Et on voit bien que les adieux sont très très émouvants et que on était quand même pas loin de franchir les limites de l'amitié, en fait. Il a eu beaucoup de tendresse, on voyait bien que limite, il faisait son transfert de rôle de père qu'il n'avait plus du tout sur sa propre fille, sur cette gamine. Juste pour vous inciter aussi à aller jeter un coup d'œil en analyse la version américaine. Il y a d'excellents comédiens, évidemment Gabriel Byrne, je l'ai cité, Melissa George, qu'on avait pu voir dans Alias et dans La Gifle, série australienne qu'Alex aime beaucoup, et surtout la jeune Mia Wasikowska aussi. C'est aussi pour ça que je vous invite à y jeter un œil. Cette série-là, elle est sur OCS. Sinon, aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, on a parlé d'En Thérapie. La série est disponible sur Arte. Elle est diffusée jusqu'au 25 mars prochain. Et sachez qu'elle est disponible aussi en intégrale tout de suite sur arte.tv jusqu'en juillet prochain. Il me semble que c'est le 26 juillet dans ces eaux-là. Je vous dis tout de tête, j'ai pas forcément tout noté. Donc la série dispose jusque fin juillet. La saison des séries, c'est déjà fini. Merci Alex d'avoir été avec moi pour cette nouvelle émission. Merci à toi Junior, à bientôt. Pour écouter ou réécouter la saison des séries, ça se passe sur votre plateforme streaming préférée, sur Apple Podcast. Vous faites comme dans Black Mirror, vous nous mettez 5 étoiles et un commentaire, que je n'hésiterai pas à lire prochainement à l'antenne afin de vous remercier de vive voix. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.